découvrir. Mais c'est vrai que j'ai noté, monsieur... Ah, voilà du papier. Hein. Monsieur Debbouze, que pour vous, la solution est politique, c'est rétablir la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Elle n'est ni d'ordre purement constitutionnel, juridique. Ça, c'est des détails. En effet, je suis vraiment d'accord avec vous. Mahrez, c'est toi qui as la liste? Donc j'ai une liste de 11. 11. Comment vous voulez, monsieur Debbouze? Donc on va commencer, on va prendre, Sabrina, maître Debbouze, on va prendre donc une série de 5 intervenants. 5, vous voulez 5, 3 3, 5 3, ok. Donc, voilà, vous notez. Mohamed Haddad, maître Cherbel et monsieur Moussouni. Voilà, dans l'ordre. Merci, merci beaucoup. Peut-être que je pourrais laisser l'honneur à monsieur Cherbel Bon. Merci, maître Debbouze. Juste 2 questions. Quand vous avez parlé de... Enfin, par rapport aux actions déjà, je reviens aux actions menées par les magistrats et tous les corps de justice. C'est l'une des origines. Est-ce que ce ne serait pas l'une des originalités de cette révolution? Et que moi je mets entre parenthèses, entre guillemets, révolution, parce que toute révolution devrait normalement mener vers un changement radical. Si nous aboutissons vers ce changement positif radical, là, elle mériterait pleinement peut-être le nom. Ce que nous faisons aujourd'hui, toutes nos actions, toute cette révolution, ça mériterait que les guillemets sautent pour que ça soit vraiment une révolution au sens plein. Donc les actions menées par les magistrats, c'est vraiment la première fois qu'ils sont sur le terrain. Est-ce que vous les jugez avec qu'elles sont d'un poids assez fort pour que ce soit une garantie pour mener vers la réussite de ce mouvement? Okay. La question est claire. Oui, oui. La deuxième question, l'observatoire que vous avez créé. Les actions, les perspectives, c'est à l'échelle de l'Afrique du Nord, selon ce que j'ai compris. Pourquoi vous installez la chose à l'échelle de toute l'Afrique du Nord? Parce que nous pouvons avoir les perspectives, nous pouvons avoir l'objectif, nous pouvons avoir peut-être le rêve d'une Afrique du Nord qui pourrait faire sauter justement les frontières pour aller vers quelque chose qui serait une force à l'échelle internationale, au sens de l'UMA, l'unité de l'Union du Maghreb Amazigh, par exemple. Est-ce que c'est dans cette perspective que vous avez installé cet observatoire à l'échelle de toute l'Afrique du Nord? Okay. Et je vous remercie. Merci. Bonjour mon ami. Bon, en premier, je crois qu'un démocrate doit avoir toujours le courage, le grand courage de dire ce qu'il pense. Vous avez parlé, chers confrères, de régimes politiques qui conviennent à tous les Algériens. Quel est ce régime et comment y parvenir avec toute cette ébullition, avec toutes ces partis, ces tendances, ces idées? Deuxièmement, vous avez parlé de conscience collective. Vous avez parlé de conscience collective, comprendre les mêmes choses et au même moment. Je ne pense pas qu'on est assez dupe pour croire que tout le monde a compris les mêmes choses et au même moment, surtout que lors de la première marche, d'après ce que j'ai vu, c'est les mêmes slogans qui ont été scandés sur tout le territoire national et en même temps. Et en même temps. La Lil al-Khamisa, le Jumhuriya, je ne sais pas quoi, Monsieur Memleka. Donc je pense qu'on pense qu'il y a une main derrière ça. Et pour être démocrate, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de régime démocratique, qu'on n'a pas encore essayé ce truc démocratique en Algérie. Ne pensez-vous pas qu'en 90, il y a eu vraiment une lueur de démocratie? Il faut le dire, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut avoir le courage de le dire. Il y a eu des élections démocratiques. Et vous avez parlé d'agréés de partis dangereux. Dangereux par rapport à quoi? C'est quoi le danger d'un parti? Les islamistes sont dangereux. Peut-être que les islamistes vous disent que les RCD qui utilisent l'identité sont dangereux. Les autres disent que c'est l'autre qui sont dangereux. Donc, dangereux par rapport à quoi? Et que le régime parte
et rétablir la confiance, le temps qu'il faudra entre le premier et le deuxième point que vous avez cité, pour que la confiance se rétablisse, il faut beaucoup de temps. Donc, entre le temps où le régime parte et que la confiance se rétablisse, que doit-on faire? Est-ce qu'on ne sera pas devant un vide immense et dangereux pour l'Algérie? Merci. Merci. Le nom. Bismillah. Salam alaikum في الأول مرة شو مثلا مرة نقول. Monsieur. واعزي. Wafi. واعزي. Wazi, ok. كي مثلا غريت كران على كيستيو كيشنايو كزيك نسال العباد هضرن لا الديمقراطيه نسال كزيك ومن بعد كني ثورة ما هذا نقل على الثير هذا نقل على الثير أبكي تكماسي زيك تكماسي دروايا ليست ومن بعد شويه شويه في كل ديكتاتور ومن بعد تورا تقلد لا الديمقراطيه تقارن ومن بعد تورا كني نسال الموند اونتيو قرر الديمقراطيه اكني فهماكيو باسكو كي مش ودار هذا فلاح اكني فهماكيو صافي دار الديمقراطيه ماشي ديال الحاجه يقلها باسكو واشو لو كان الديمقراطيه تلاعب تلاق تفكاد امكان يسام زوار ثين لونيو الامريكا باسكو نزرا اجدود الشعب الموند مره الموند تي مره شعبين مطرن صافي دير قرنيك لا الديمقراطيه لا بد هذيك لا الديمقراطيه ومن بعد ما تخزر تاع التيرا الشعب مره إن أول الشعب مرة يتشاط البحر حدا حراق كيلو اللي ثم كي تشوفها حدا كي حبوس الور شو بعد فما كذا يوم ملح كي الزرع كي العقلين والزرع زرع لا الديمقراطية واحد ديكتاتور نزيك زرع شدي يوث يشغل وين يسال لا الدوبل الفاس هذا لك ليكزومبل لا ديكتاتور شو تسقار كراك يلاقي ياكل بغا عنكيو اراتيلي لا الديمقراطية شو تسقار تقارك إلا كان نروح على البوت ليكزومبل لا البوت ترى البوت ما ندم البوت ندم ترى لي بارتي بوليتيك ديال الجزائر ومساوانا راه مرة ندم مرة مساوانا راه ومن بعد ديك الساعة نغشو صافي دار توجور ديك الساعة نغشي كربحان صافي دار داير الحق ولا شيت وقتنا ثاني مرث الرئيس. Bon, j'ai traduit, il n'y a pas de souci. Oui, parce que j'ai compris certaines... Je suis amazir, mais Vous parlez Mozabit. tamazirt couramment? Voilà, oui, non, je parle tamazirt Mozabit. Et parfois, quand on n'a pas l'habitude d'autres dialectes, on a un peu de difficulté. J'ai compris 30 à 40%, mais maintenant j'ai l'image claire. Bon, je vais répondre à ces trois intervenants. Enfin, quand c'est des questions, je réponds. Quand c'est des commentaires, je donne mon avis. Pour M. Haddad. Bon, l'originalité que des juges soient sortis, des avocats soient sortis, oui, c'est vrai, c'est original. Ça apporte du réconfort. Et quand vous avez des juges qui vous disent on ne va pas juger, par exemple, hein, bon, ce n'est pas les juges qui l'ont dit. C'est un syndicat en voie de création qui s'appelle Club du juge, qui a fait, dans l'un de ses communiqués, il a dit on va s'abstenir, on appelle les juges à ne plus juger, à ne pas juger les gens qui vont être arrêtés dans le cadre de ce hirak, de cette révolution. Ça apporte de la confiance. Quand vous avez des avocats, l'Union nationale des avocats, on est aujourd'hui en grève, c'est le deuxième jour, c'est le quatrième jour de la grève. Ouais, c'était mercredi, jeudi, dimanche, lundi, avec des sit-ins les mercredis et dimanche. Ça apporte c'est un facteur de confiance. Ça réconforte. C'est très original et
c'est ça qui a fait balancer en Tunisie, par exemple, et c'est ça qui donne du souffle, à mon sens, au mouvement populaire. Bon, l'observatoire que j'ai créé pour l'Afrique du Nord, l'Observatoire des droits et libertés pour l'Afrique du Nord, c'est une expérience personnelle. Nous avons beaucoup de militants en Algérie qui militent pour les droits et libertés. Nous avons des outils très intéressants, que ce soit les associations de droits humains, que ce soit les syndicats, que ce soit d'autres associations. J'ai voyagé pendant les 2 dernières années énormément en Tunisie. J'ai rencontré des Marocains, même des Égyptiens. J'ai dialogué avec des Libyens. J'ai compris que l'Afrique du Nord, notre appartenance, nous les Algériens, avant tout, nous sommes des Africains. Et je crois qu'on ne l'a jamais dit suffisamment. Soit on est tourné vers l'Europe, soit on est tourné vers l'Orient. Et on a toujours oublié qu'on est des Africains avant d'être autre chose. Au point où, quand on voit d'autres Africains arriver des pays du Sahel, on les appelle les Africains. C'est comme si nous, on est des Européens. Je pense que c'est très important de s'identifier par rapport à son vrai espace géographique d'abord. Ensuite, de travailler dans cet espace. Je suis en faveur de la création des espaces régionaux authentiques. Et je pense que l'Afrique du Nord peut se construire authentiquement, d'autant plus que nous avons en face une Europe. Et je pense que, sans verser dans quoi que ce soit, par rapport, par exemple, à l'ensemble des pays arabes, si nous prenons les pays du Golfe, je pense que nous avons des mentalités complètement différentes. Donc, autant construire un ensemble nord-africain qui sera en mesure d'échanger comme ensemble intéressant, homogène, avec d'autres ensembles, que ce soit européens ou asiatiques ou moyen-oriental. C'est dans ce sens que j'ai commencé à réfléchir et j'ai créé cet observatoire, en espérant apporter quelque chose, bien sûr. Quant à mon ami Cherbel, Maître Cherbel, vous posez des points très très importants qui aident, c'est fondamental. Justement, c'est sur ces questions-là que beaucoup de choses se disent. Le point le plus important, est-ce que cette révolte, cette révolution, ce hirak, est spontané, il vient du peuple, ou est-ce qu'il a été provoqué? Quand vous dites que c'est très difficile de penser que les Algériens puissent sortir le même jour, dire la même chose. Moi, je dis simplement que je ne sais pas si quelqu'un a provoqué cette révolte, mais elle me convient très bien. Et je trouve un énorme plaisir de sortir tous les vendredis et faire le circuit de la Grande Poste, passer par le tunnel des facultés, sortir à Audin et revenir à la Grande Poste. Je le fais au moins 5-6 fois par vendredi et je ne sais pas pourquoi, je me sens très très à l'aise quand je crie qu'elle soit provoquée ou pas, c'est formidable pour moi, ça me convient. D'ailleurs, vendredi passé, j'ai piqué une crise de colère parce qu'ils ont fermé le tunnel. Voilà. Donc, s'ils l'ont provoqué, ça sera la seule chose positive qu'ils ont fait depuis 62 à aujourd'hui. Maintenant, il s'agit de ne plus lâcher ça jusqu'à ce que on arrive peut-être à faire quelque chose. Mais si on n'arrive pas, ben, on aurait essayé au moins. Démocratie
en 90, on n'a jamais, je persiste et je dis, on n'a jamais vécu un moment démocratique en Algérie. On a peut-être eu des élections libres. Libres sur le plan administratif. Je ne voulais pas afficher mon opinion, mais bon. Vous êtes un très bon avocat. Vous voulez que j'affiche, je vais l'afficher. Oui, oui, bien sûr. Avant 91, avant les élections de 91, c'est pour ça que j'ai dit que on ne devait pas agréer des partis dangereux. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'avant les élections de 91, il y a eu les élections de 90. Dans les élections de 90, le FIS a obtenu beaucoup de communes. Mais le FIS était armé déjà en 90. Il avait les armes. Et c'est vrai que les élections, ils étaient sur le plan administratif libres. Mais il y a eu des moyens de pression pour obtenir une majorité. Des pressions qui n'étaient pas loyales sur le plan politique. Je prends une commune que je connais très bien, c'est ma commune de là où je suis né, Barriane. Barriane, il n'y a jamais eu d'émeutes. Et les premières émeutes qu'il y a eu, c'était en 90. Pourquoi? Parce que le FIS n'avait pas gagné. Il y a eu 2 morts. Le journal, à l'époque du FIS, qui s'appelait Le Monqid, on avait posé la question, j'ai tout le dossier chez moi, on avait posé la question à Bassi Medeni, pour lui dire, qu'est-ce qui se passe à Barriane? Parce que les gens sont sortis avec des armes pour faire des émeutes, parce qu'ils considéraient que les gens qui n'avaient pas voté FIS à Barriane, ils avaient trahi une promesse qui aurait été donnée par quelqu'un. Ils avaient posé la question à Bassi Medeni pour dire qu'est-ce qui se passe à Barriane. Bassi Medeni avait dit, dans le journal Le Monqid, avait dit, nos frères ibadites nous ont trahis. Ils devaient voter FIS, ils n'ont pas voté FIS, et nous regrettons ce qui se passe. Politiquement, ça s'appelle justifier une violence qui ne devait pas avoir lieu. À partir de là, il y a eu juste avant Gmar, je ne connais pas cette histoire, je ne vais pas l'aborder. À partir de là, nous savions que ce mouvement politique voulait accéder au pouvoir par les élections, sinon par la force. Et c'est pour ça que j'en déduis maintenant que c'était un parti politique dangereux. Je ne dis pas que le FIS... Bon, mais après, on a entendu des témoignages de gens qui vous disent que ça a été créé par la DRS ou je ne sais pas quoi, le régime, etc. J'ai résumé ça en disant que le régime politique avait dit, si vous ne voulez pas des voleurs, on va vous ramener des tueurs. Je pense que le régime est responsable et le régime a produit le FIS. Bon. Bon, vous dites, j'ai pris quelques points. Vous dites que il faut qu'ils partent, il faut rétablir la confiance entre l'un et l'autre. Que va-t-on faire? Il y a des choses, des situations qu'on ne peut pas accepter. Et construire un État, ce n'est pas comme un projet personnel. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je suis certain, personnellement, que des choses auxquelles j'appelle, il y a certaines choses, je suis sûr que je ne vais pas les voir. Peut-être que ça sera 2, 3 générations après. On est en train d'appeler à la construction d'un État. Nous savons qu'on peut, personnellement je le pense, je peux sacrifier beaucoup de choses, mais je suis certain
80% des choses auxquelles j'appelle ne vont pas se réaliser de mon vivant. Mais si le facteur temps est nécessaire, il faut le prendre en considération. On ne va pas dire que bon, puisqu'on n'a pas le temps, on ne va pas faire. Si on est d'accord sur ces deux points-là, qu'il faut qu'ils partent parce qu'ils produisent des échecs, et qu'il faut construire, reconstruire la confiance. Maintenant, si pour cela il faut du temps, ben, on prend le temps qu'il faut. On n'a pas le choix de toute façon. Je ne pense pas qu'on ait le choix. Si, Oisi, vous dites que dictature et démocratie, c'est deux choses de la même face. Bon, dictature, on la connaît très bien. On peut en parler. Imposer quelque chose à des gens, et celui qui n'est pas d'accord, on le met en prison. Ou là, on le tue, ou là, on le liquide, ou là, on lui fait des pressions. De toute façon, c'est ça la dictature. On connaît très bien. Peut-être on connaît la dictature mieux que quiconque au monde. On peut même être expert. Oui, c'est-à-dire je parle de la société. Parce qu'il faut dire une chose, hein, on critique le régime. Mais un jour, il y avait quelqu'un, un Palestinien, qui est enseigné ici en Algérie, qui s'appelle Walid Abdelhay, qui avait dit les régimes, pour lui, c'est des régimes arabes. Bon, ça reste un ensemble qui a existé, qui existe encore. Il dit que les régimes arabes, ce sont des régimes dictatoriaux, mais il ne faut pas oublier qu'ils reproduisent des dictatures à échelle réduite. Il avait dit qu'au niveau de la cellule familiale, nous avons des dictatures. Il n'a pas tout à fait tort, hein. C'est-à-dire, le mode social que nous connaissons, c'est un mode basé sur des réflexes dictatoriaux. Sont très rares les cellules familiales qui ont des réflexes de communication, pour ne pas trop verser dans démocratie, etc., des réflexes de communication et de participation dans la prise de décision. En fait, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est de trouver un terrain d'entente à un groupe, fixer des règles de jeu qui conviennent à tout le monde et faire en sorte que la décision finale soit prise après échange. Les techniques, il y a plusieurs techniques. Il y a des démocraties. D'abord, un système démocrate n'est pas un système parfait. Personne n'a dit ça. Mais c'est, à mon sens, le meilleur système. Le moins mauvais. Voilà, le moins mauvais. Pourquoi? Parce qu'il aide à faire participer les gens. On ne se sent pas étranger à la décision. On sent, bon, on dit que c'est la bonne décision, malgré que nous avons quelques réserves, mais bon. Et ça aide à protéger le projet lui-même. Vous avez des citoyens qui peuvent défendre le projet. Par contre, aujourd'hui, vous avez des citoyens qui ne se sentent pas concernés du tout par ce qui se passe. La preuve, les gens essaient de partir. Ils partent, mais ils acceptent de mourir, de risquer leur vie plutôt que de rester ici. Bon, c'est quoi la démocratie maintenant? Je pense sur le plan théorique, on peut la définir peut-être. Faire participer les gens à la décision. Mais après quoi? Après leur avoir permis de réfléchir librement et de s'exprimer librement sans faire intervenir dans la réflexion et dans l'expression de cette réflexion des moyens de pression, qu'elle soit la religion ou l'argent ou le sport, pour influencer la bonne réflexion. Après, c'est-à-dire que les gens doivent réfléchir à chance égale. Vous ne pouvez pas mettre à la disposition d'un groupe des moyens, et excusez-moi, je n'ai rien contre la religion, moi-même je suis quelqu'un qui pratique sa religion,
Mais une religion, c'est une affaire personnelle. On ne peut pas dire aux gens, votez pour moi, pour vous, pour que vous puissiez aller au paradis. C'est-à-dire, vous leur disiez, acceptez la misère et vous allez trouver le paradis après. Moi, j'ai besoin du paradis maintenant, ici, de mon vivant. La question du paradis après, c'est une question entre moi et le bon Dieu. Ça se règle après. Mais le débat politique actuellement, ce n'est pas accepter une forme pour après aller au paradis. Ou là, vous dites, vous influencez aussi, vous pouvez influencer par l'argent, par le sport. Votez عليا نخرج لكم l'équipe تاعكم champion d'Afrique. Mais le problème, c'est nous avons des problèmes d'éducation, de santé, de routes, d'infrastructures de base, etc., culturelles, de liberté, beaucoup de problèmes. Il faut nous dire sur le plan politique, après avoir installé des instruments de mesure neutres qui nous donnent les vrais indicateurs. Où sont les déficits? C'est pas le gouvernement, c'est pas à Ouihia de nous dire que nous allons bien. Il faut un instrument neutre pour nous dire que le taux de chômage, les maladies, les vrais problèmes de la société. Après, quand on a le constat, viennent les partis politiques ou les groupes ou les familles, ou si vous voulez, pour nous dire, pour ces problèmes, voilà ce que nous vous proposons comme solution. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Il faut, quand vous dites voilà ce que je vous propose comme solution, il faut me dire comment vous allez le réaliser, quelles sont les ressources que vous allez mobiliser, de sorte à ce que moi je puisse après, vous avez dit que vous allez faire mobiliser telle ressource humaine et telle ressource matérielle pour régler tel problème, où vous en êtes. C'est ça le vrai débat politique. Mais si vous n'avez pas les instruments de mesure, et si vous n'avez pas, vous ne dites pas, c'est facile de dire, moi je suis parti X ou Y, écoutez, votez pour moi, je vais vous loger tous. Comment vous allez faire pour me loger? Quelles sont les ressources que vous allez mobiliser? Votez pour moi, vous aurez un logement, là vous aurez du travail, tout le monde va avoir du travail. Comment vous allez faire? Il faut me dire comment vous allez faire. Où vous allez ramener les ressources? Et il faudrait avant tout qu'il y ait, comme je vous ai dit, des instruments. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est pas un jour quelqu'un a dit, Amirat, je pense, il avait dit, la démocratie, c'est pas de dire ce que je veux quand je veux, même d'insulter qui je veux, comme je veux, quand je veux. Non, la démocratie, c'est un système d'échange pour parler de problèmes réels que nous vivons tous et proposer des solutions dans les conditions à chance égale, sans qu'il y ait d'influence c'est-à-dire que vous fermez, vous fermez des espaces à certains et vous les ouvrez à d'autres, ou là vous mettez à la disposition d'un groupe des moyens énormes. Et d'autres, vous avez par exemple, je ne vais pas donner d'exemple parce que qu'il est avec tel ou tel parti, vous avez des partis politiques qui étaient interdits d'expression malgré qu'ils existaient. Et vous avez des partis politiques, les des sièges en dehors de la Kabylie, par exemple, et vous avez des partis politiques qui n'existent pas du tout, qui ont des sièges ou des trucs comme ça. J'ai eu à faire avec presque des gens de certaines directions de partis qui étaient créées à la dernière minute, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Il est là pour un siège, pour avoir un siège, c'est tout. Aucun problème, aucun programme politique. Même chose pour les associations, beaucoup d'associations sont là, ils se font appeler associations de droits humains, pour ne pas, par exemple, et ils ont des militants. J'ai dit un jour à un groupe de militants qui sont venus activer avec nous,
Ils ne savent même pas si c'est un parti ou c'est une association ou c'est un syndicat. Voilà, j'ai besoin juste d'exister avec vous. On cherche une place quelque part, c'est tout. Donc c'est pas du tout ça la démocratie. C'est tout à fait normal que vous le voyez comme une deuxième phase de la dictature parce que ça confirme ce que je vous ai dit. On n'a jamais vécu de démocratie. Les pays qui vivent les démocraties ont moins de problèmes que les autres pays qui ne vivent pas. Voilà. Merci, Mahrez. 3 intervenants. Après? Allez-y, monsieur. D'accord, ok. Allez-y. C'est pas grave. Bonjour. Bonjour. Donc, ma première question. Le nom, s'il vous plaît. Il veut votre nom. C'est donc bien. C'est Présentez-vous. Moussouni. Moussouni. Voilà. Donc, votre nom est beaucoup plus relié à l'affaire de Ghardaïa, au conflit qu'on voit souvent. Donc, beaucoup d'interprétations ont été faites sur ce sujet. Donc, les uns le considèrent comme un conflit communautaire, si vous voulez, entre les Ibidadites et les Shahabna. Les autres le considèrent comme un conflit politique. Et les uns aussi le considèrent comme une manipulation, un détournement de l'opinion publique. Donc, vous êtes très proche de dossier. Quelle est l'origine, si vous voulez, de conflit? Sachant qu'il est cyclique, donc il date depuis des décennies. Ma deuxième question, c'est par rapport à la justice. Donc, on voit ces derniers jours des poursuites judiciaires, des enquêtes, d'ouverture d'enquêtes, des interdictions de sortie de territoire. Est-ce que vous pensez que la justice a récupéré sa liberté? Et est-ce que vous considérez que c'est le moment opportun pour justement ouvrir ces pharaons? Et merci. Bonjour, Maître Habbouz. Donc, je vous félicite déjà. Vous avez réuni beaucoup plus de personnes que M. Ben Salah à la conférence. Donc, Allah yabarak. Je n'ai pas de questions à vous poser, mais je tiens à m'excuser. Je dois me rendre à l'enterrement du père de mon associé, à Elixir. Donc, rendez-vous est pris à 1h pour aller défendre votre cause au niveau de la chambre d'accusation de Ghardaïa. Oui. Voilà. Merci. Merci à l'assistance aussi. Bon, الزلف الأول تخربت استقبيلي. Donc, merci maître pour votre position, éclaircissements et prise de position justement sans obage par rapport au Hirak. Toutefois, j'ai une seule question, mais avant, je dois dire un mot sur cette révolution. Bien sûr, il reste mon point de vue, il n'y a pas de révolution pacifique éternelle, ça c'est sûr. Il n'y a pas de révolution pacifique éternelle. Ça c'est le premier point, d'autant plus que, il faut le dire, politiquement et socialement, le peuple algérien a donné sa parole. Par contre, nous avons une cécité juridique. Il y a une cécité juridique. Je crois que nous sommes en train de cheminer dans des pistes ténèbres. On ne sait pas où y aller, juridiquement parlant. Théoriquement, oui, il y en a des grèves des juges, des avocats. Mais pratiquement, sur le terrain, quelle est l'issue, la solution? Quelle est la solution? Y a-t-il une solution?
un arsenal juridique qu'il faut insérer justement à cette population pour canaliser ces jeunes. Je dis ces jeunes, parce que c'est la révolution des jeunes. Et quand on dit jeunes, la quasi-totalité, 25 ans, 30 ans, ils ne connaissent pas le terrorisme, ni 88, ni 80. C'est une jeunesse qui ne connaît rien. Car c'est une jeunesse qui a 20 ans, donc il est né en 2099. Il ne connaît pas c'est quoi la décennie noire ou le sang. Et avec le... C'est-à-dire, on est au mois d'avril, c'est le ramadan, c'est la canicule, tout ça peut influencer négativement le Hirak, sérieusement. Comment canaliser cette jeunesse? Car la violence n'est pas étrangère à la société algérienne, il faut le dire. La violence était née à cette société. Donc, du point de vue juridique, maître Debbouze, est-ce qu'il y a lieu d'insérer, en tant que juriste, bien sûr, un arsenal juridique, une loi, je ne sais pas, des perspectives, des issues, justement pour sauver ce Hirak, à mon sens, si, une minute, monsieur, si le peuple algérien, je ne sais pas, s'il risque de perdre cette occasion, il ratera à jamais ses noces avec la modernité. Et merci. Merci. Mahrez, tu peux prendre quelqu'un d'autre? Ouais, une dernière. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Vos questions sont très pertinentes, même parce que ça touche au problème de Ghardaya et surtout cette série de procès auxquels on n'a rien compris, qui se suivent. Voilà. On aimerait bien comprendre la logique. Bon, Azul Flaoun, Aslama Maître Debbouze. Bon, j'ai 3 points. Fachad Hadra. Premier point, Monsieur Debbouze, vous avez parlé du retrait du billet de 500 dinars. Bon, étant donné que la plupart de ceux qu'on voit dans la salle ne sont pas juristes, donc j'aimerais bien que vous étayiez cette idée, c'est-à-dire l'idée du recours de notre État à ce qu'on appelle les actes de souveraineté. C'est vrai, il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas exactement qu'est-ce que ça veut dire les actes de souveraineté. Deuxième point, j'aimerais bien parler de notre Constitution. Ça et là, toutes les chaînes de télévision, on appelle au respect de la Constitution et tout. L'article 102, l'article... Et pourquoi on ne parle pas de l'article qui stipule que la défense des droits à titre individuel ou via une association est garantie par la loi? Ça aussi, on ne l'a jamais entendu. Troisième point, vous avez parlé de la solidarité. Maître Debbouze, qui dit notre société, elle est solidaire. Moi, je ne vois pas qu'on a une société solidaire. Je donne un exemple. Merzouk, il est avec nous. Est-ce que les Algériens sont solidaires avec lui? Il y a des avocats, il n'y a que quelques personnalités, il y a quelques ONG qui l'ont défendu. Je donne un exemple un autre exemple. Babanjar fait Ghardaya. Depuis quand? Il était incarcéré, ça fait des années. Moi, en 2008-2009. Quand j'étais, c'est là aussi où j'ai rencontré M. Kamel Dinfra, qui est en prison aussi. Il n'y a pas de solidarité. En 2008-2009, je connais bien Fkhar, par exemple, une personne qui milite pour les droits de l'homme. J'avais eu l'occasion, étant donné que j'étais vice-président d'une ONG, je ne fais pas de publicité pour les ONG, c'était en 2008-2009 où on a formé son groupe. Lui-même, il a assisté, c'est-à-dire à la formation en matière des droits de l'homme. On a oublié. Ni Fkhar, ni Babanjar. Donc, cette solidarité, تمني تكون صح. Dernière. D'accord. Bonjour tout le monde. Je me présente, Fatah Bouhmila, enseignant, coordonnateur local du CNES, la section CNES de l'Université de Béjaïa. J'ai envie de vous poser une question qui peut paraître biscornue. Vous parlez de perspective, votre conférence, vous avez annoncé ça, c'est-à-dire par rapport au mouvement. Le collectif enseignant
on s'est créé comme ça, comme collectif, un peu pour réfléchir aux perspectives de ce mouvement. D'ailleurs, nous sommes sortis avec une déclaration, la première déclaration, paraît-il, où nous avions réfléchi longuement, Trabdna et tout ça, pour sortir avec un texte où il y a la question de comment bâtir un État moderne, un État. Et on s'est dit, il n'y a pas d'avenir sans laïcité dans ce pays-là. Pour qu'on puisse accepter, il faut qu'il y ait cette notion de laïcité bien en exergue dans les textes à fonder. Et bon, il y a des gens qui ont dit le mot laïcité ou c'est connoté historiquement par rapport à l'Église et tout. Et c'est dit séparation du religieux et du politique, puis aussi sécularisation de la société par des mécanismes que l'État doit sécréter dans les institutions et tout. La question justement que je vous pose, en Kabylie, la question de la laïcité, elle a fait son petit bonhomme de chemin quand même. Les années 90 que cette notion a été introduite chez nous, et par rapport à la communauté mozabite, vous dites vous-même que vous êtes de là-bas, et ils souffrent déjà en tant que communauté nationale musulmane, mais d'un rite différent du rite majoritaire. Est-ce que vous pensez que les mozabites seront d'accord pour qu'on inscrive la laïcité pour la prochaine constitution algérienne? Merci. Je vous en prie. C'est une question très pertinente. On va essayer soit de répondre quand il s'agit de mon point de vue, soit de donner un point de vue. Monsieur Messouni, l'histoire de Gherdaya, ce qui s'est passé à Gherdaya, est-ce que c'est un conflit intercommunautaire? Est-ce que c'est politique? Est-ce que, du moment que c'est cyclique? Je pense que il y a une volonté du pouvoir central de faire disparaître tout ce qui ne cadre pas avec un projet de citoyen exclusivement arabo-musulman sunnite. Et que le meilleur endroit où c'est facile à faire, c'est Gherdaya. Pourquoi? Parce que c'est une communauté en nombre réduit et c'est un chantier qui ne devait pas montrer de résistance. Il y a le démantèlement de la société mozabite qui a commencé par le régime central depuis 1962, connaît deux phases, des phases violentes et des phases non violentes. Pour les phases non violentes, il s'agit d'implanter des apports de populations qui ne sont pas mozabites, c'est-à-dire berbères, ibadites, et leur donner des fonctions d'État en excluant les mozabites de ces fonctions d'État. Si vous allez à Gherdaya, si vous faites le recensement des fonctionnaires de l'État, vous allez trouver au maximum 5% de mozabites dans la fonction publique. Sachant que les mozabites composent dans les villes mozabites, parce que maintenant la wilaya de Gherdaya compte des villes mozabites et des villes non mozabites. Dans les villes mozabites, certaines sont devenues des villes mixtes. Vous avez au minimum la composante globale, elle est au minimum entre 55 à 60% de mozabites et entre 45 à 50% de non-mozabites, on va appeler ça comme ça. Ce n'est pas normal. Donc la phase non violente, elle est toujours là. Et vous avez cycliquement des phases violentes. Pourquoi? Parce que à chaque fois que la phase non violente avance, des gens prennent conscience qu'il y a une ségrégation. Et ça crée des foyers de résistance pour dénoncer. En ce moment-là, quand la dénonciation arrive à un niveau gênant, il y a un cycle de violence qui se fait provoquer. À mon sens, nous avons les preuves de toute façon, au moins pour
le cycle de violence 2013-2015, il y a un cycle de violence qui se crée par l'administration centrale pour évacuer ces foyers de résistance. Après, vous avez des gens qui quittent la région. L'exception est Ofra Kemeldin, qui n'a pas voulu y quitter, qui est retourné en prison, ça fait 20 jours, 23 jours exactement. Il est en grève de la faim. Il parle beaucoup, comme moi. Donc j'ai failli être en prison. Il faut vous dire que si c'était pas, et j'ai dénoncé, hein, je devais être incarcéré le 8 ou le 9. On m'a arrêté à Alger, on m'a emmené à Gherdaya pour être incarcéré. Il y a eu une grève générale de tous les avocats, décrétée par l'Union nationale des avocats, le mardi. Et il y a eu une intervention d'un cadre du ministère qui a ordonné au juge d'instruction qui devait m'incarcérer de ne pas le faire. Il y a eu le procureur général de Gherdaya qui a dénoncé cette intervention. Mais il y a moi aussi qui a dénoncé cette intervention. J'ai fait une déclaration juste après pour dire que je dénonce qu'un cadre du ministère soit interféré dans les prérogatives d'un juge d'instruction et que si le juge devait m'incarcérer, il n'avait pas écouté les directives parce que c'est une question de principe. Quoi que je pense, je ne mérite pas l'incarcération. Mais j'avais posé une question, j'ai dit que maintenant que le procureur général nous apporte la preuve que la justice marche avec le téléphone, il nous dit qu'un appel est venu d'Alger pour donner des ordres qu'il dénonce lui. Il faut nous dire le contenu de cet appel, parce que lui, il dit que c'était pour empêcher que je sois arrêté. Mais moi, j'ai le droit de penser que c'était pour m'obliger à être sous contrôle judiciaire. Je confirme qu'il y a un appel. Pourquoi? Parce que le juge d'instruction m'avait demandé à moi et mes avocats de quitter la salle, sa salle, son bureau. Pendant un quart d'heure, il nous a dit pour que je puisse réfléchir à ce que je dois prendre comme mesure. Et quand le procureur général a dit qu'il avait dénoncé, il avait raison de le dénoncer. Sauf qu'il fallait l'empêcher. Au lieu de laisser faire et de dénoncer, il fallait empêcher. Il fallait empêcher, il fallait poursuivre le cadre en justice. Le seul qui a le droit de faire dans ce cas, ben c'est le parquet. Pourquoi le procureur général de Gherdaya n'avait pas ouvert une information judiciaire pour influence sur le travail d'un juge? Parce que le ministère avait contacté le parquet pour lui dire, demander au juge d'instruction qu'il mette M. Dabouz en détention préventive. C'est son rôle de le faire. Ce n'est pas interdit par la loi. Le parquet aurait fait sa demande au juge d'instruction. Mais, quand le procureur général vous dit que le juge a été influencé par le biais du parquet, par le biais du procureur de la République, c'est-à-dire le procureur de la République, près le tribunal d'Ardaya, avait transmis l'ordre du cadre du ministère. Ça devient scandaleux. Et je le dénonce. Et il est possible que je dépose une plainte ces jours-ci pour demander l'ouverture d'une information judiciaire sur ce cas. Bref, on est sorti de la question de Gherdaya, etc. Pour vous dire que des phases non violentes et des phases violentes. L'objectif étant de démonter cette société et de la rendre normale par rapport à la norme imaginée par le groupe qui veut nous imposer un modèle déterminé. La phase 2013-2015 de Gherdaya, avec les moyens technologiques, nous avons pu apporter la preuve que ce sont des agents de police qui étaient derrière la violence. Soit
ils protégeaient des gens encagoulés pour commettre des actes de vandalisme, soit c'était eux qui commettaient ces actes de vandalisme. Et des centaines de vidéos sont sur la toile pour prouver ça. Aucun agent n'a été poursuivi. Et nous avons des poursuites contre des victimes, qu'elles soient arabes ou mozabita. Il faudrait qu'on soit clair sur ce plan-là. Très très rares sont les gens qui sont poursuivis à la base d'une plainte d'une victime qui a pu déterminer ou apporter des éléments qu'il est possible que ce soit telle personne ou même des affirmations, des preuves que c'est telle personne qui m'a agressé. Si on fait des statistiques, on va trouver les poursuites à la base de plaintes qui ont peut-être abouti un petit peu, ça ne dépasse pas les 10%. Mais le pire dans cette histoire, bien sûr qu'il y a des gens qui apportent des plaintes et des faux témoignages sur ordre, etc. Le pire dans cette histoire, c'est que 90% des poursuites déclenchées seulement par le parquet, sans aucune plainte, sont contre des Mozabites, y compris le dossier actuel. Moi, Fakhar, Ouf, Haj Brahim, alors Fakhar et Ouf sont en prison. J'arrive 3e dans la liste. Je devais être en prison maintenant. Et 4 autres personnes. C'est par l'initiative du procureur général que il n'y a pas de plainte. Personne ne s'est plaint. Le procureur trouve que quand je parle d'un jugement ou quand je parle du wali, je diffame, ou du président, ou de la police. Il trouve qu'il n'a rien à faire que de surveiller ma page à moi et celle de Frère. Mais pourtant, moi, je critique des choses qui se passent à Oran, je critique des choses qui se passent à Bjaya, en Kabylie, à Constantine, à Tamras. Aucun procureur n'a actionné, n'a engagé de poursuite contre moi à travers l'Algérie. Pourquoi celui de Gherdaya? C'est la question que je me pose. Et pourquoi cet acharnement? Donc, voilà l'explication que je trouve, moi, pour cette histoire de Gherdaya et tout ce qui s'ensuit. Interpellation du moment. Je pense avoir répondu à toutes les questions de M. Moussouni. En bref. Alors, Taharout, vous pensez qu'il n'y a pas de révolution sans violence? Je pense qu'il peut y avoir des révolutions sans violence. Il peut y avoir. Je crois qu'il y a eu un mouvement pour séparer la Tchécoslovaquie. Ça ne s'est pas fait dans la violence. Il n'y a pas eu de violence. Et je crois aussi qu'il y a eu un mouvement aux Pays-Bas, une révolution qu'on appelait la révolution orange. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu de violence. Je pense qu'il y a des mouvements non violents. Oui, mais bon, il y avait la réaction violente de l'autre côté. C'est vrai que pour chaque... Le problème, c'est quoi? C'est quoi, en fait, la trajectoire d'une révolution, c'est quoi? Quand on se révolte, le premier caractéristique d'une révolte, c'est quoi? C'est la rupture. Une révolte ne se négocie pas. Une révolte, c'est la rupture. Je coupe. Et je trouve très très révélateur le fait de dire Itnahaouga. Ça veut dire on n'a plus rien à dire. Vous devez partir et on doit prendre notre sort en main. Dans des situations comme ça, le groupe qui a des intérêts à sauvegarder, souvent, use de la violence. Donc le seul risque de verser dans la violence, c'est que le pouvoir fait ce choix. Ça a été refusé par les Tunisiens, par exemple. Et jusqu'à présent, nous observons bien que c'est refusé
par les autorités sécuritaires de l'Algérie. Il ne faut pas penser que Gaïd Saleh ne veut pas courir à la violence. Il ne peut pas. Je pense que si Gaïd Saleh pouvait ramener les chars à Alger, il l'aurait fait. Maintenant, il est opportun au peuple, je pense, de bien exploiter cet état d'esprit qui est né. Maintenant qu'il soit, comme a dit M. Cherbel tout à l'heure, il y a quelqu'un derrière, bon, il peut y avoir quelqu'un, mais moi je suis opportun. Vous savez, les Mouzabites, ils exploitent toutes les situations qu'ils peuvent en leur faveur. Je considère au peuple de faire de la même manière. J'ai une situation, c'est tout. Je pense que si on ne peut pas créer quelque chose, autant profiter d'une chose qui s'est créée malgré nous. Donc, bon, maintenant, arsenal juridique, pas arsenal juridique, je ne pense pas que ça soit un problème de loi. Du moment où l'arsenal de loi que nous avons ne répond pas à nos attentes. Bien au contraire, elle nous sanctionne. Donc, il est question de changer tout ça, changer pas les lois tout de suite, mais il est question d'aller vers une dynamique de changement à ce qu'il y ait production d'un système politique, y compris comment les lois sont produites. Pourquoi les lois sont contre le peuple? Pourquoi? Parce qu'elles sont produites pour réprimer le peuple. Il y a une dynamique de répression. Il faudrait changer ça. Vous votez pour un député, il arrive, si vous voulez, si on prend l'APN par exemple, il arrive à l'APN, 6 mois après, même s'il est de bonne foi, il rentre dans la dynamique du pouvoir, et puis il va jouer le rôle de vous expliquer les contraintes que reçoit le pouvoir et de vous dire sabru alayhum shouya, et au lieu de faire le rôle inverse, au lieu de représenter le peuple chez le pouvoir, il finit 6 mois, 1 an maximum après par devenir le représentant du pouvoir chez le peuple. Et les 2 dernières années, il passe son temps à justifier les échecs. Donc, c'est une dynamique qu'il faut changer, c'est une logique qu'il faut changer. Il n'y a rien à réparer dedans, à mon sens. La Constitution parle je crois, c'est une autre question. Bon, c'était pas votre question, on va y arriver. Donc, il est question, je pense, de changer cette logique, cette dynamique négative qui produit des problèmes au lieu de proposer des solutions. Monsieur Youssef, pour le retrait du billet de 500 dinars et la question de la souveraineté, oui, un État, il a des zones de souveraineté. Bien sûr, personne ne peut faire certaines choses si ce n'est pas l'État. Par exemple, la détention de droits d'usage de la violence. C'est exclusivement réservé à l'État. De faire circuler de la monnaie, de la retirer, etc. Ça, c'est des questions de souveraineté. Mais le problème qui se pose en Algérie, c'est quoi? C'est l'abus. Vous retirez un billet de 500 dinars de cette façon, c'est un abus d'autorité. Vous usez de la violence. Même un État, quand il a le droit, il a le seul droit d'user de la violence, il doit user de cette violence dans le cadre de la légitime défense. Il n'a jamais le droit d'intervenir. Sinon, c'est de l'abus. Et vous n'avez pas le droit, même si du domaine de la souveraineté, d'aller vers l'abus. C'est ce que le pouvoir algérien ne veut pas comprendre. C'est-à-dire quand il met Fakhar en prison, en 2013, en 2015, il pense que c'est une question de souveraineté. Oui, c'est une question de souveraineté, mais il ne faut pas en abuser. Et quand un État abuse de ses prérogatives que la souveraineté lui offre,
eh ben, la communauté internationale dont l'Algérie fait partie donne le droit à un citoyen d'aller se plaindre auprès des instances internationales, et les instances internationales se donnent le droit d'intervenir d'une manière ou d'une autre pour rétablir la personne qui a commis cet abus dans ses droits. C'est ce qu'on a fait avec Fakhar. Fakhar était parti pour 5 accusations à mort. Il est sorti sur des recommandations du groupe de détention arbitraire qui disait qu'il faut le libérer immédiatement et il ne faut plus le poursuivre pour les mêmes motifs. La faute que l'État algérien a commis, c'est le récidive. Il est en détention pour exactement les mêmes motifs. Encore pire, parce qu'à l'époque, il pouvait justifier également, on lui a créé des accusations parce qu'il fallait calmer un peu une société et on n'arrivait pas à trouver la violence il fallait un peu calmer parce que les gens disaient frère, frère. Maintenant, il n'y en a aucune raison. Donc la souveraineté ne veut pas dire abus. Et quand un État use d'abus dans les domaines dont il détient la souveraineté, eh bien, les citoyens ont le droit d'aller chercher des solutions ailleurs. C'est la constitution même algérienne qui le dit. Et c'est ce qu'on nous reproche, on appelle ça la main étrangère. La constitution garantit, elle ne garantit rien du tout, la constitution. Si elle garantissait le droit, par exemple, de se rassembler, ou le droit de tous les droits énumérés dans la Constitution, s'il y avait des garanties, on n'aurait pas de problème. Il y a de belles phrases dans la Constitution qui dit que, parfois, je trouve ça débile, là, je vous dis, qui renvoie à l'inconnu. Au moins que l'État ait le courage de dire l'État garantit. On vous dit le droit à l'exception est garanti. Par qui il est garanti? Pourquoi on retrouve ce genre de belles phrases dans la Constitution? Parce que c'est exigé par la communauté internationale. Quand vous ratifiez une convention, on vous dit il faut inclure les principes de cette convention dans vos lois fondamentaux. Et vous êtes examiné. Donc, qu'est-ce que fait un pouvoir dictatorial comme celui de l'Algérie pour être conforme au texte et en même temps garder le droit à la répression? Il fait quoi? Il met de belles phrases dans la Constitution, mais il ne vous laisse aucun mécanisme pour pouvoir arriver à obtenir ces droits. On n'a aucun mécanisme. Pour expliquer c'est quoi un mécanisme, parce que ça peut paraître abstrait. On va quitter un peu la Constitution, on va aller dans le Code de procédure pénale. Dans le Code de procédure pénale, parfois il vous dit telle procédure est nulle. Et on vous ramène un accusé, on l'accuse à la base d'une procédure nulle. Vous soulevez, mes confrères avocats sont là, vous pouvez vous soulever devant le juge, vous lui dites je soulève ça parce que ça n'a pas été fait conformément à la loi. Le juge, il vous dit quoi? Il vous dit le texte ne prévoit pas qu'elle soit nulle. Il dit nul, mais il ne prévoit pas qu'elle soit retirée de la procédure. Mais ça doit se faire de telle manière. Mais elle est nulle. Vous voyez, comprenez un peu, c'est-à-dire ce n'est pas sanctionné dans les pays qui se respectent, qui respectent les droits humains. Non seulement ils vous rendent la procédure nulle, ils vont parfois jusqu'à sanctionner le fonctionnaire qui commet l'erreur. Là, vous avez de la protection. Vous avez des gens qui vous disent, prenez l'exemple du procureur général d'Orsay, qui dit qu'il y a une personne qui a intervenu dans le travail d'un juge. Personne n'est sanctionné dans une gaffe, sur une grande faute. Donc, avoir de beaux textes ne vaut rien si vous n'avez pas des mécanismes qui vous permettent, qui doivent permettre à n'importe quel citoyen qui n'a pas de culture juridique à accéder à ses droits. C'est ça un état de droit.
On n'a pas ça. Vous avez des juges et vous avez des avocats qui souffrent. Que dire du citoyen qui n'a aucun moyen de se défendre ou là, vous savez, les filles qui étaient déshabillées à Berraqi, elles ont dit, moi je les ai rencontrées, elles m'ont dit quoi? Elles m'ont dit, on n'a pas contesté la première fois parce qu'on pensait que c'était d'usage. C'était ça la fouille. On les a déshabillées, on pensait que c'était ça la fouille. Tellement que, pour vous dire à quel point l'abus devient monnaie courante en Algérie. Bon, les questions de Bebenjer et Merzouk, quand j'ai parlé de solidarité, il y a la prédisposition de la chose, il y a la chose elle-même. Je suis des gens qui pensent que le peuple algérien a des prédispositions d'être solidaire, à condition qu'il trouve quelque chose de sérieux devant lui. Mais il n'agit pas quand il voit que c'est de l'arnaque, c'est du n'importe quoi. Je ne parle pas de la situation de Merzouk ou de Bebenjer. Mais si vous me dites solidarisez-vous avec Merzouk et que vous mettez un agent derrière chaque citoyen qui se solidarise et vous lui créez des problèmes, il comprend que c'est pas un environnement, on va dire, utile pour agir. Il laisse ça pour des opportunités mieux. Il y a des situations où la solidarité est vraiment se manifeste. Alors, le pouvoir, il fait quoi? Il vous crée le doute pour ne pas être solidaire, par exemple, avec Bebenjer ou la situation de Rerdaya. Il vous fait comprendre qu'il y a deux communautés qui se font la guerre, et donc vous, en tant qu'Algérien qui vit au nord, vous ne devez pas prendre position pour l'une ou l'autre communauté. Et de cette façon, vous rendez cette possibilité de marquer la solidarité nulle. Et le pouvoir continue à faire son travail, son sale boulot dans la région pendant 24 ou 25 mois. Bouhmila, vous dites que comment bâtir un État moderne et la question de la laïcité, etc. Ben, l'État moderne, je crois que les phases les plus difficiles, c'est de créer la chose, pas de la prendre quand elle est déjà opérationnelle. Ça nous évite des expériences. Dans l'introduction, j'ai parlé, je crois, des principes universels des droits humains. Et j'ai dit que c'est un patrimoine qui appartient à toute l'humanité. Dans ces principes fondamentaux, il y a beaucoup de choses intéressantes à prendre. Les formes des États importent peu. Vous avez des démocraties dans des États républicains, et vous avez des démocraties dans des États, des royautés. Donc la forme importe peu. C'est le sens de la démocratie, c'est-à-dire l'objectif de la démocratie, faire participer le citoyen. C'est ça, et à chance égale. Et mettre les choses dans leur contexte, dans leur vrai contexte. Et avoir des instruments neutres. Je pense que c'est ça les éléments. Maintenant, comment on les installe, il faut un débat. Il faut, comme j'ai dit avant, il faut rétablir la confiance. La question de la laïcité, et si les Mouzabites acceptent ou pas, si l'État algérien attendait des Mouzabites un avis, on aurait réglé peut-être, c'est les derniers à accepter ou à refuser quelque chose. Je pense qu'ils n'ont même pas d'avis à donner à l'état actuel des choses. Nous avons maintenant, bien sûr qu'un État moderne doit consulter, mais chez une communauté, un citoyen, son avis est important. Si j'ai dit cette remarque, c'est pour dire que le régime actuel, ils s'en fout éperdument des avis, que ce soit des intellectuels, des communautés, des groupes, des citoyens, ils s'en fout. Il a un programme, il veut l'imposer. Il crée un environnement favorable à
à cette situation. Quand les choses changeront, quand on sent que nous avons un commun, il faut vous rappeler l'objectif de la révolution de novembre. C'était quoi? C'était pas de mettre le régime colonial dehors. L'objectif annoncé dans la proclamation de novembre. C'est, je vais le dire en arabe parce que, en arabe, comment il est écrit en français, إنشاء الدولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات السيادة وفق المبادئ الإسلامية. Mais il y a un deuxième paragraphe que tout le monde a rayé ou presque. احترام الحريات والحقوق الأساسية دون تفرقة ما بين العرق والدين. Dans ce sens à peu près. Cet objectif n'est pas atteint. Le fait de mettre le régime colonial dehors, c'est une étape pour aller vers l'objectif. C'est-à-dire, c'est l'obstacle, le groupe qui a réfléchi à créer l'État, rétablir l'État algérien moderne, etc., enfin, démocratique, etc., souverain, avec ses principes fondamentaux. Pour aboutir à ça, le premier obstacle, c'était il y a un régime colonial devant nous, il faudrait que ce régime colonial parte pour qu'on puisse travailler à cet objectif. Le régime colonial est parti, il a été remplacé par un autre régime que moi, je dis que c'est un autre régime colonial, puisqu'il fait les mêmes pratiques. Donc, on est très loin de l'objectif de novembre. Et je pense que la laïcité, c'est pas un problème de terminologie. On appelle laïcité, état civil, séparation des pouvoirs. Il y a des questions, il y a des formes modernes d'organisation de société. Il faut aller vers ces formes modernes. Après, on peut l'appeler comme on veut. Voilà. Alors, notre cher public, en fait, Monsieur Debbouze, on devrait terminer à 13 h parce qu'en fait, on a la conférence l'après-midi de Monsieur Mouloud Lounaoussi. Il nous reste 5 questions. Oui. J'appellerai les derniers intervenants, les 5 derniers intervenants, vous répondez et puis on va clôturer. Touati, Moussa Tamara, Riyad Sherfa, Ahmed Ben Berkan et Louisa Qaddour. Monsieur Touati. Donc normalement ça ira jusqu'à 13 h, oui. C'est possible. Je vais essayer de gérer les 35 minutes. Voilà. Merci, voilà. Allez-y. Bon, Zulf Laouen, Zulf Laka, Maître Debbouze. Bon, j'ai deux petites questions. La première par rapport à la justice de transition, tout ça, la justice transitionnelle. La lecture du mouvement des magistrats, est-ce qu'elle est dans le sens de la révolution ou bien dans le sens de contre-révolution? Ma deuxième question, je ne sais pas si vous êtes avec l'avis du maître Dali Abdenour, pour les victimes, il faut constituer des dossiers et non pas, ça veut dire de les défendre individuellement et tout ça. Parce que, par exemple, pour les événements de Kabylie, pour ceux des Rardaya et tout ça, il a dit pour constituer un patrimoine et éventuellement, plutôt des dossiers, éventuellement, si... de faire des poursuites même sur le plan international. Ça. Et merci. Merci. Moussa, oui. Bonjour. Moi j'ai une question claire, simple et directe. Pour Maître Debbouze, sous quel système politique ou mode de gouvernance la vallée du Mzab pourrait-elle vivre sa particularité tranquillement? Merci. Merci. Riyad Sherfa. Puis Ben Berkan. Monsieur Maître Debbouze, je pense en kabyle, mais je lis le français, l'arabe, l'anglais et le tamazight. Formulé, on va traduire. J'exprime mal. Je veux faire un appel ou des messages pour la chaîne maghribienne.
دير دو سلوغو الشعب والجيش خوا خوا. رانا dans une révolution, nous sommes tous des peuples. ماشي كيما صرات في 62 واش حرموا المجاهدين للشعب هما اللي داروه في 62 ابري. وثاني كاين وحده ثانيه امازيغي عربي خوا خوا. حنا واش قالوا قبل عيسى قالوا لافريك بور لي افريكان وقال عبان ثاني نو سوم اون راس اونيك اون ريستورون. واش نقول ثاني الشروق مع البلاد. لا جوناس هذو واش تقرا في عينهم يقولوا لك حنا ما نقدسوش الرجل ولا المراه، نقدسوا الانسان. ما على باليش واش نزيد كاين مي ما كاينش واش راح لي والله راح لي. معليش ميرسي صحيت احمد. قدر لويزا يملا دينيا مسيو وزيني دخلي من دايا اقرا سلويد لان كثر دايا سيدي الا ذا معلمي ثورا يقلد حبيبي استنى بفرار داغلي ما بات تريد فراخ صحيت كاسي لويزا ميرسي يعطيك الصحه. Bonjour, alors Louisa Kadour, étudiante à l'université de Béjaïa. Je vais essayer d'être très brève. Donc, à partir de ce que j'ai pu comprendre au début de la conférence... Rapproche ton micro, Louisa. Au début de la conférence, d'après ce que j'ai pu comprendre et ce qu'a résumé Madame Sabrina Zouagui, votre diagnostic, entre guillemets, le problème, il est essentiellement politique. Donc, moi, ma question, elle est très claire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un changement à opérer sur les mentalités dans le sens où la dictature opérée sur le peuple a fini, à mon sens, par déteindre sur celui-ci, donc le peuple, ce qui est à son tour devenu expert dans l'application des réflexes dictatoriaux dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que vous ne pensez pas également, donc c'est une sous-question, on peut dire cela comme ça, que la censure finalement peut être le fruit de la dictature, parce qu'une personne censurée peut devenir une personne qui n'accepte pas l'avis de l'autre au moment où elle a le pouvoir d'imposer ses idées. Donc est-ce que vous ne pensez pas que cette dictature, dans ce petit bouteflika dans les têtes de chacun d'entre nous, ne sont pas les séquelles du parti unique, du moule unique, de la pensée unique, de la religion unique? Est-ce que vous ne pensez pas que le peuple devrait s'ouvrir avant, je veux dire, opérer le changement au niveau social et politique en parallèle? Donc ma question, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est crucial de mener ce combat de changement de mentalité, ou que vous croyez qu'il y a des urgences plus urgentes à croire, à savoir l'urgence du changement politique? Merci. Merci. Oui. Oui. ابروبا مدام قايد صلاح تلاقيت لا بيبليسيتي اوبي الحليب اوبي حليب اوبي والله مدام سارمو الياس الحليب هذاك الياس تاع الصغار ومن بعد ما يخزر هكايا ادميتي انت سوان اللي ترانو يفكي مره تورا ومن بعد كرتقشيش نيطا مزيان تناياس تاع الصغار باش هذا يعلم لو كان يزمر راه يخدم كرا لو كان يخدم يتيد ما يسعى هذا اش راه يخدم ما تيدي يخدم ساعه غير سبور كلا جوناسيه دا شو خساره الكومبيتي لي زونسينيو اي باسكو النظام عشان دا النظام داغنا تندا باش راكم دينيا النظام هذا النظام دا شو عينيك تراني بوجه الرسول تاني يطلع راكنا راس تطرد عني بيدك نيكلان دايه يمنافق النظام نيكلان دايه راكنا راس تطرد راس الحضره كايه مثلا عندنا مدى داش يعني باغ الدنيا باللي كيزيك وياك يدير بون قراناره وياك يدير بون قراناره قريد فرنسي يحكم ومن بعد فرنسي يحكم ناري تورا لارمي يحكم دريدو كان الغوفرنمون تاع ريدو لارمي مي ثورا نكسر ريدوني تقيم لارمي فاس فاس واحد الشعبيس دايني تفهموا رنس فهم مسيو مالا مسيو ماتر دبوز. Pour moi, moralement, vous êtes fahama. Moralement, ماشي en tant que physique, أني diplômé أنا عام كاني. Pour moi, moralement, ماشي vous seulement. Il y a plusieurs de gens. Pour moi, ils sont des références dans la vie.
Bien sûr, merci. Merci. Oui, la question de... Donc, vous avez noté. En fait, le dernier intervenant, c'est Ahmed Ben Berkan. Non, bon, d'accord. Donc, je pense qu'on a fini avec les interventions. Qui? Ah oui Donc, puisque M. Ben Berkan était avec moi, vous serez le dernier. Monsieur. C'est bon, hein? Venez, oui. Mais soyez bref, il nous reste, il faut donner le temps à monsieur de répondre. Essayez d'être bref, merci. Monsieur Ayadi. Salam alaikum, j'ai 4 questions. La première sur la division, la deuxième sur la prise de décision, la troisième sur la confiance, la quatrième sur le respect des lois. La division. Pour la division, la politique de pouvoir, c'est diviser pour régner. Donc il y a une division. Mais après, régner, c'est pour division aussi. Donc il y a 2 divisions comme mécanisme et comme moyen et comme objectif. Maintenant nous sommes divisés. Est-ce qu'on peut continuer avec nos divisions, combattre le pouvoir, tellement on est divisé, donc il y a des combats entre le peuple. Est-ce qu'on peut combattre le pouvoir avec nos divisions? C'est ça la question, donc on est divisé. Est-ce qu'on peut continuer? C'est ça la question. La deuxième, la prise de décision. Oui, c'est la prise de décision quand on prend la division en ensemble. Donc on assume, on assume. Donc on participe, on assume les résultats, on accepte les résultats et on défend la cause. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque parfois quand on prend la décision ensemble, on peut prendre une décision un peu erronée? Est-ce qu'on s'intéresse au mécanisme de prise de décision ou au résultat? Oui, ça fait partie de ça. Donc la deuxième question. La troisième question, la confiance. La confiance, est-ce que, par exemple, les partis politiques demandent la confiance du peuple? Est-ce qu'on demande la confiance ou on lutte pour mériter cette confiance? Donc, toujours sur la confiance, quand je réfère un peu aux religions, à l'islam, donc la confiance, je me souviens d'un mot du prophète Joseph, Yusuf, il dit que la compétence plus les éthiques, le sérieux. Même au titre individuel, Moïse, c'est Moussa, il a dit, la fille de Chouaïb, il a dit Ya abati istajirhu. Donc c'est un travail, un ouvrier. Istajirhu innahu qawiyyun amin. Donc 2 qualités. Et notre prophète, il était, avant sa prophétie, il était amin. Donc il y a 2. Donc c'est ça la question. C'est la compétence et le sérieux. La quatrième question, le respect de la loi. Le respect de la loi, parfois, on dit que le peuple ne respecte pas, il n'y a pas de respect de loi. C'est ça, le peuple. Quand on voit un gendarme, un policier, on le voit comme juste une menace. Donc, c'est ça. Donc, mais par l'échelle, donc il n'y a pas de respect de loi, de citoyens jusqu'à haut. Mais comment respecter la loi alors que, quand on a créé la loi, mais plus que ça, parce qu'il la compétence de ces députés. D'accord. Merci, monsieur Ayadi. C'est la dernière question. Voilà, c'est le dernier intervenant. Bon. Alors, monsieur Touati, justice de transition, les magistrats, révolution contre révolution, etc. D'abord, on parle d'objectifs, pas de moyens. Les objectifs, la justice de transition est un des moyens pour gagner la confiance. Quand quelqu'un, ou une personne, ou un groupe de personnes subit une injustice, il n'y a aucun autre moyen pour rétablir la confiance que de dire la vérité à cette personne. Qui a fait quoi pour que cette injustice soit commise, et ensuite, après la vérité, demander pardon. Il y a des mécanismes, il y a des techniques, il y a des climats instaurés, il y a tout un travail à faire.
Le principe étant ça, quand on parle de justice de transition, on ne parle pas de justice tout court. Justice de transition, c'est un phénomène, c'est des procédures qui mélangent entre la chose politique et la chose juridique. Et l'objectif étant de connaître certaines vérités et de les traiter d'une façon particulière avec une touche politique pour l'objectif final, rétablir la confiance. Les magistrats, ce que c'est dans le cadre de révolution ou contre-révolution, en tout cas, nous savons que le régime en place a perdu de sa crédibilité et depuis bien longtemps. Il y a des cadres, des fonctionnaires de l'État qui appuient le mouvement révolutionnaire. On note, on prend acte et on va voir dans le futur. Ce que demandent ces magistrats, c'est des choses que nous demandons. Indépendance de la justice. Par exemple. On va un petit peu. Si demain ils changent d'avis, on va leur dire que vous nous avez trahis. C'est ça la trahison. Quand vous faites comprendre à quelqu'un qu'on va faire vers le même projet, et quand il arrive, ou quand on s'approche de l'objectif, il change d'avis, donc ça devient une trahison. Il n'y a pas de raison pour ne pas les croire, du moment qu'il y a des victimes au sein des magistrats de cette justice qui n'est pas indépendante. Je sais de quoi je parle parce que je les ai accompagnés pour une période avant que leur syndicat n'ait son propre porte-parole. Parce que pendant, je crois, 3 semaines, ils étaient obligés de se cacher. Ils risquaient, l'OH était encore en place, ils risquaient des sanctions avant de rassembler une base. Ils ont demandé à certains avocats d'être leur porte-parole. J'ai eu l'honneur d'être pour 3 semaines l'un de leurs porte-parole. Et je le crois parce il y a beaucoup de victimes. Monsieur Moussa, système politique pour quel serait le système politique qui convient au Mzab? Ce serait le système politique qui permet à tous les Algériens de s'exprimer comme ils le veulent. J'ai dit dans l'introduction que j'ai au début, nous cherchons un système politique qui convient à tous les Algériens. On peut trouver ce système politique, parce que sinon, si vous imposez, l'Algérie est vaste, est riche, et diverse. Il faut abandonner l'idée qui beaucoup d'Algériens ont dans la tête que si toi tu existes, ça veut dire que moi je ne vais pas exister. Non, on peut exister, on peut coexister, et chacun dans son système de valeurs culturelles. Pourquoi vouloir imposer à l'autre ce que je veux, ma façon? Je crois que c'est l'une des maladies de la pensée unique et du système unique d'une façon générale. Bon, vous dites à Bararibia, Khawa Khawa, Bezir Arab, Khawa Khawa, etc. Cette histoire de Khawa Khawa me gêne beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de sentiments. Quand on veut construire un État, il faut être pragmatique. Il faut déterminer les règles. Il ne faut pas faire appel aux sentiments. Dès que vous avez une charge de sentiments importante, vous sortez de la raison. Vous ne réfléchissez pas. Il s'agit d'établir un État où, je vais schématiser un peu ça, un État ce sont des structures et où il y a un contrat social qu'on va appeler constitution, qu'on va appeler règles légales, pour dire qu'on peut vivre ensemble dans ce système. On est tenu par certaines obligations, l'État est tenu par certaines obligations, surtout l'État, parce qu'il détient l'autorité. Il doit d'abord respecter ses engagements. Je suis contre quand les représentants de l'État disent aux citoyens, avant de demander vos droits, assumez
vos devoirs. C'est la règle inverse qui doit être appliquée. Avant que l'État demande aux citoyens d'assumer ses droits, il doit lui assumer ses droits. C'est-à-dire apporter la sécurité à l'individu et au bien. C'est très important. Et quand je parle de sécurité, sur tous les plans, je dois être en mesure de m'exprimer librement, de me déplacer librement. C'est-à-dire, l'État doit mettre à ma disposition tous mes droits pour pouvoir me demander mes devoirs, et non le contraire. Un citoyen réprimé, comment vous voulez qu'un citoyen réprimé assume ses obligations? Prenez un commerçant, il demande où le chip, je sais pas moi, il demande des factures, on ne lui donne pas le transfert d'argent, il se fait d'une manière qu'on ne sait pas comment, et vous lui dites à ce commerçant, il faut remplir vos conditions. Vos obligations. Quelles obligations? Vous n'êtes pas dans un climat serein et normal pour me demander de respecter les obligations. Je mène la guerre à tout instant. Maintenant, ce n'est pas seulement les commerçants. Pourquoi j'ai donné ça? Parce que beaucoup d'Algériens maintenant actifs dans le domaine du commerce, qu'ils soient officiels ou pas officiels. Donc, arrêtons de verser dans le sentimental et de penser que nous sommes le meilleur peuple au monde. Il faut tout simplement établir d'abord un système de contrat moral. Yahouya, tu es un État, un des obligations et j'ai des obligations. Le jour où je vois un Bouteflika ou un Gaïd Saleh, aujourd'hui vous n'avez même pas le droit de dire Gaïd Saleh démissionné. Vous pouvez être emprisonné pour ça. J'ai essayé le berh, j'ai écrit Gaïd Saleh doit démissionner. Qu'est-ce que j'ai pas reçu comme attaque Et chaque fois que quelqu'un vous critique, vous allez voir dans son profil, vous trouvez le compte, il vient d'être créé. Donc c'est une armée. Mais on a le droit de s'exprimer librement. On a le droit de dire Gaïd Saleh dégage, mais chérie démissionne. Et dès que vous dites Gaïd Saleh démissionne, il vous dit que vous défendez Toufik. Moi je suis le premier à avoir demandé à ce que Toufik soit convoqué devant les juges le 6 octobre 2016. J'ai demandé que Toufik soit convoqué, lui et Saïdani, pour répondre de ce que Saïdani avait lancé comme accusation contre Toufik. Parce que c'est lui qui aurait, maintenant on a la preuve, c'est-à-dire, on avait des images, on voyait des services de sécurité attaquer des gens à Gherdaya. Après, il y a eu la déclaration de Saïdani qui dit que c'est Toufik. L'énigme est résolue. On a demandé aux juges de les convoquer, ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, je demande à Gaïd Saleh de partir. Pourquoi je serais moi pour Toufik ou pour quelqu'un d'autre? C'est pas. Alors, je pense que pour maintenant, Louisa dit changement, avant d'aller à un changement politique, on doit d'abord aller à un changement de mentalité, etc. D'abord, premièrement, je pense qu'il ne faut pas se tromper dans l'analyse. Je ne dis pas que vous vous trompez, hein. Je dis qu'il ne faut pas se tromper dans l'analyse. Il faut faire la part des choses. Il y a les causes, il y a les conséquences. Ce que vous dites, les mentalités, ce sont les conséquences. Les mentalités sont des mentalités que le système de parti unique, la pensée unique, ont produit. C'est des conséquences. Pour changer ces conséquences, ben justement, il faut changer les causes. Ce n'est pas une opération de quelques mois, d'élections, etc. J'ai dit tout à l'heure que ça peut prendre plusieurs décennies, ce n'est pas plusieurs générations. Mais il faut qu'une dynamique soit installée dans un sens. Aujourd'hui, nous avons une occasion historique d'installer une dynamique dans le sens de progrès. On va dire ça comme ça. Et il faut continuer à lutter pour justement pour que ces instruments qu'on va installer puissent produire leur effet sur les conséquences qui sont ce que vous avez décrit. Voilà, donc d'une façon générale.
Monsieur Ayadi, division, écoutez, il faut faire la... Je pense qu'il y a une différence entre la division et la diversité. On n'est pas divisé si on est différent. Si on prend le Mzab, c'est un des modèles, il y a c'est l'un des rares espaces où il y a cohabitation de deux communautés. Quand vous avez deux communautés, vous avez de quoi créer une richesse, mais vous avez de quoi faire un conflit. Un système tel que le pouvoir actuel exploite ça pour créer des situations conflictuelles pour qu'il puisse être l'arbitre. Et pour que ces gens qui peuvent être en conflit cherchent la sécurité au lieu de chercher à régler les problèmes qu'ils subissent tous les jours, au même degré. Il est dans l'intérêt du pouvoir de ne pas qu'il se tourne vers lui pour lui dire où est l'école, où est l'hôpital, où est la route. Donc je pense que on peut construire dans la diversité. Le deuxième point, la prise de décision. Ben, il y a des techniques de prise de décision, loin du champ politique. Il y a des techniques de prise de décision. Et les meilleures c'est quand la plupart participent à la décision. Parce que quand une majorité participe à la prise d'une décision, premièrement, ils l'assument. Parce qu'ils ont tous participé. Deuxièmement, ils vont travailler pour que cette décision soit appliquée et à la réussite. Et troisièmement, s'ils se trompent, ils vont corriger. Ils vont comprendre qu'ils se sont trompés, ils vont assumer, ils vont apporter les correctifs. C'est ça la dynamique positive. Et il y a une dynamique négative. La dynamique négative, c'est quand vous, dans le système algérien actuellement, il y a un homme politique qui a dit que ce ne sont pas ceux qui décident qui assument, mais ce ne sont pas ceux qui assument qui décident. Donc on sort de cet état d'esprit vers un état d'esprit où il faudrait que tout le monde participe et que chacun assume à son niveau et d'une façon positive, pas pour... la confiance, on la demande ou on lutte pour l'avoir, la confiance ne se décrète jamais. La confiance ne s'est jamais décrétée. Elle s'est toujours méritée. On mérite ou on ne mérite pas. Une personne peut travailler pour mériter la confiance d'un groupe, un groupe peut travailler pour mériter la confiance d'un groupe encore plus vaste. Et il y a des techniques pour ça. On revient toujours à la question démocratique. Le meilleur moyen de permettre aux gens d'exposer leurs idées et de travailler pour gagner la confiance, je pense moi que c'est le système démocratique. Le respect des lois, la première chose pour qu'une loi soit respectée, c'est qu'elle soit respectable. Si vous m'imposez une loi qui n'est pas respectable, je pense que c'est débile de la respecter. Si vous me dites, si vous parlez, si vous dénoncez la corruption, on vous met en prison. Est-ce que vous pensez que c'est une loi respectable? Moi, je trouve que ce n'est pas respectable. Et j'enfreindrai des lois comme ça et j'accepte d'être emprisonné. Les lois, elles sont faites pour l'intérêt du groupe. Elles ne sont pas faites pour tuer le groupe. Vous avez aujourd'hui une loi qui vous dit vous ne pouvez pas dénoncer la corruption si vous n'avez pas l'accord du ministre de la Justice. C'est juste ça. C'est une loi que je violerais avec beaucoup de plaisir si j'étais un magistrat, moi. Et c'est pour ça que beaucoup de citoyens sont devant les tribunaux. Donc la première chose à faire, s'il faut produire des lois respectables pour qu'elles puissent être respectées. Ensuite, on trouvera toujours des exceptions qui ne respectent pas les lois parce qu'elles sont, on va dire entre guillemets, malades. Et c'est ce qu'on appelle, d'une façon générale, des criminels. Et le système légal, normalement, doit nous permettre de les mettre hors d'état de nuire d'une manière ou d'une autre. Il me reste encore 5 minutes. D'accord. Alors, je pense que tout ça, ça se construit en groupe.
Et je pense que, encore une fois, le meilleur moyen de construire une collectivité nationale, si vous voulez, un État, une société, tout ce que vous voulez, c'est le moyen démocratique. Ce n'est pas l'idéal, mais je pense sincèrement que c'est le meilleur, à condition que les principes de fonctionnement d'une société démocratique soient respectés, à savoir mettre chaque chose dans son contexte. Et le champ politique, qu'il soit bien balisé, qu'il permette à toutes les personnes qui veulent activer dans le domaine politique d'avoir les mêmes chances de réfléchir, de s'exprimer et de se présenter. Et que nous ayons des instruments de mesure de fléau, enfin des instruments de mesure de l'évolution de la société, on va dire ça comme ça, neutres, qui produisent des résultats qui permettent à la société de comprendre, comme ça se passe dans beaucoup de démocraties, et je vous remercie.